Maintenant, on a un nouveau paragraphe. C'est l'application exponentielle. L'application exponentielle d'un groupe de Lie. Donc, nous avons d'abord besoin d'un lemme préliminaire. Je ne veux pas l'écrire sous forme de lemme, je vais juste l'écrire sous forme d'information. Donc, si vous avez, nous avons un groupe de Lie, soit G, donc un groupe de Lie. Groupe Lie. Et G tordu, son algèbre de Lie. Donc, si on prend un champ de vecteurs, soit X, un champ de vecteurs, donc un élément, donc un champ de vecteurs qui est invariant à gauche, et on considère la courbe maximale. Et gamma X, la courbe maximale, la courbe intégrale maximale, la courbe intégrale maximale de X qui passe par l'élément neutre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette courbe-là vérifie l'équation gamma point de x au point t égale à x de gamma de t, de gamma point t, et que gamma x au point 0 est égal à 1. Donc, on a un champ de vecteurs, on regarde sa courbe. C'est un champ de vecteurs qui est lisse, donc en particulier qui est Lipschitz, donc on sait par les théorèmes, en allemand on l'appelle le théorème de Picard-Lindelöf. Je crois que la littérature française, elle l'appelle le théorème de Cauchy. Picard-Lindelöf, de Picard-Cauchy. On l'appelle Picard-Lindelöf, de toute façon. La littérature française, on l'appelle le théorème de Cauchy. Mais nous, on l'appelle Picard-Lindelöf. Picard-Lindelöf. Picard-Lindelöf te dit que si tu as un champ de vecteurs qui est localement lipschitzien, alors tu as l'existence d'une solution unique. Et en fait, tu as aussi, avec un théorème de nécessité qui dit que si deux courbes se rencontrent, elles sont identiques, donc tu as une courbe maximale. Donc cette courbe maximale-là, elle est définie sur un intervalle ouvert. Donc elle est définie sur un intervalle. Donc gamma est en général défini sur un intervalle ouvert qu'on appelle T min, T max. Et c'est un intervalle qui contient 0. Parce que localement, tu peux toujours. Bon, maintenant, donc ça c'est général, c'est n'importe quel champ de vecteurs qui est localement lipschitzien engendre donc une courbe qui existe sur un intervalle qui est ouvert. Il faut que ce soit ouvert parce que s'il n'est pas ouvert, vous pouvez toujours continuer la courbe par le théorème de Bolzano, par exemple. Donc, maintenant, comme nous avons d'abord un groupe de Lie, et comme nous avons un champ de vecteurs qui est invariant à gauche, cette courbe-là va exister tout le temps. Donc, la première chose, donc, les T min, c'est moins l'infini. Ça, c'est la première. Et les T max, c'est plus l'infini. Et puis, vous avez une structure de semi-groupe. C'est-à-dire que gamma x de s plus t est égal à gamma x de s fois gamma x de t. Ça, on peut le formuler mieux en disant que l'application de R vers G, qui à T correspond gamma X de T, c'est un homomorphisme de groupe. Et aussi, une propriété importante, c'est que gamma S de X au point T
est égal à gamma de x au point S fois t. C'est-à-dire que si vous multipliez le champ de vecteur par S, S c'est réel. S et t sont des réels. Alors, en fait, le point il est multiplié par t. Et pourquoi? Ça, c'est un lemme technique qui demande, en fait, pour le démontrer, il faut au moins 45 minutes. Mais pour le comprendre, c'est très facile. Parce que l'intervalle doit être maximal. Maximal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas le définir au-delà de Tmax. Mais comme le champ de vecteur est invariant par translation, je peux translater. Je peux voilà, translater. Et donc comme il est invariant par translation, la translaté vérifie aussi l'équation. Et donc, du coup, j'ai étendu ma courbe. Et ça, c'est une contradiction à la maximalité. Si Tmax est fini, je peux translater. Et quand je le translater est aussi une solution. Donc, c'est ça, en fait, l'idée derrière ce terme-là. Mais c'est la solution. Voilà, exactement. Prolonger la solution, et donc la solution existe tout le temps. Donc, c'est ça aussi ça, c'est vraiment important, parce qu'en général, si vous faites la même chose sur une variété riemannienne, vous avez une existence locale, mais vous n'avez pas une existence globale. Donc, vous avez une singularité. Vous avez un cut locus, hein, mais ici, vous n'en avez pas. Donc ça, c'est vraiment, ça fait, les groupes de Lie sont très sympathiques, parce que nous avons toutes les courbes, tous les champs de vecteurs invariants à gauche sont des champs complets. Donc ça, c'est quelque chose de très important, et ça va nous permettre de définir maintenant une application exponentielle. Donc la définition 2.1, je crois que c'est donc l'expression exponentielle. Exponentielle d'un lit de groupe. Donc vous avez G, soit G, un groupe de lits, et oui, d'accord. Un groupe de lits. Oui, ça c'est l'allemand. Ça c'est devenu. Ça c'est devenu de l'allemand. Oui, ça vient de manière automatique. C'est groupe de lits. Un groupe de lits et j'ai son algèbre de lits. Alors, l'application exponentielle, elle va du groupe de Lie jusqu'à G, et à un champ de vecteurs, on associe gamma x au point 1. C'est-à-dire qu'on regarde sa courbe maximale, en fait sa courbe intégrale qui est définie partout, et on l'évalue au point 1. C'est ça l'application. 1, parce que ça c'est l'application qui va de R. Ça c'est la ligne de flow, ainsi, donc elle va de R dans G. Donc ça c'est T, gamma x de T. Donc T c'est le temps T égale à 1. Donc, bon, peut-être pourquoi on l'appelle l'application exponentielle, parce que comme vous le savez tous, si vous avez un système d'équations, AX x point égale AX, A est une matrice, donc la solution, c'est l'exponentielle de TA avec l'exponentielle d'une matrice. Et donc, si je prends le groupe, si mon groupe, c'est le groupe linéaire, alors l'exponentielle de x, qui est une matrice, c'est exactement l'exponentielle de la matrice. Donc, elle est définie avec une série. Maintenant, alors, on a des remarques importantes. La première chose, c'est que l'application qui a t fait correspondre à l'exponentielle de tx.
C'est quoi exponentielle de Tx? Ça, c'est gamma Tx au point 1. Mais nous avons vu que gamma Tx au point 1, c'est gamma x au point T. Donc, cette courbe-là, c'est la solution. Donc, la courbe T exponentielle est en fait la solution, la courbe intégrale. Parce que maintenant, on a une seule courbe, la courbe intégrale de x qui passe au temps t égale 0, qui passe par l'élément neutre. Maintenant, on veut quand même une courbe qui passe par n'importe quel élément. Donc, ça c'est le deuxième remarque. Mais l'application qui à t fait correspondre g point exponentiel de tx. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la translation à gauche. Ça, c'est Lg de exponentielle de tx. Et la courbe maximale qui passe par g. Donc l'application exponentielle nous permet de représenter les courbes, exactement comme l'exponentielle d'une matrice nous permet d'écrire la solution de l'équation système. L'application exponentielle nous permet d'écrire des courbes intégrales d'un champ de vecteurs. Bon, ça on peut le faire rapidement. On peut le faire rapidement parce que vous prenez alpha t. Pourquoi ça? Parce que vous prenez alpha t, car vous prenez alpha t égale à g point exponentiel de tx. Et donc, ça, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, ça, c'est le Lg de exponentielle de tx. Et maintenant, donc ça, c'est une courbe. Maintenant, vous regardez cette courbe-là. D'abord, au point 0. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a lambda au point 0, c'est g point fois l'élément neutre. Mais ça, c'est égal à g. Oui? Là, la propriété exponentielle x plus y égale le produit. Oui, exactement. Oui, exactement. Oui. C'est ce que j'ai écrit dans l'élème passé. Ça, c'est gamma. C'est ça. Gamma ds plus t. C'est ça. Ça, c'est égal gamma ds fois gamma dt qui exprime qu'en fait, l'application qui a t donne gamma x dt. Donc, c'est un semi-groupe. Exactement. Donc, maintenant, quand je passe à gamma point, alors gamma point de 0, c'est la différentielle. Donc, ça, c'est le théorème de fonction composée, c'est la différentielle. Ça, maintenant, j'écris comme étant gamma point. Parce que ça, c'est la différentielle de gamma point. Mais gamma point, c'est gamma x de t. Voilà. Mais le champ de vecteur x, il est invariant à gauche. Donc ça, c'est exactement égal à x de g point gamma x de t. Et gamma x de t, ça c'est exactement notre courbe. Ça c'est x lambda de t. Donc, vous voyez que ça, c'est la courbe qui passe par ça. D'accord. Maintenant, on a un théorème qui dit qu'en fait, donc un théorème ici, ici, théorème. Donc, le théorème je l'écris de la forme suivante, assez contractée. Si vous avez des groupes, soit vous avez G1, un groupe G1 avec son algèbre G1 tordu, vous avez un groupe G2 avec son algèbre G2 tordu, et maintenant vous avez une exponentielle. Vous avez une exponentielle de G1 à G1 tordu à G1. Ça, c'est l'application exponentielle. Mais vous avez aussi, supposons que vous avez une application ici, psi, qui est un homomorphisme de groupe qui va de G1 jusqu'à C2. Donc, je prends ça et psi de G1 à G2, un homomorphisme de groupe. Homomorphisme
de groupe de Lie. Donc, nous avons vu dans le théorème passé que, en fait, cette application-là engendre un homomorphisme d'algèbre de Lie qu'on avait noté psi tilde. Et donc, qui lui va vers, c'est ça, vers G2. Mais maintenant, on a aussi l'application exponentielle du groupe G2, qui va de l'algèbre G2 jusqu'à G2. Et le théorème dit que tout ça commute. En fait, il y a mieux que ça. En fait, on a beaucoup plus que ça. En fait, on a... Parce que commute, ça veut dire quoi? Hein? Oui, mais je la mets tout le temps exponentielle. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est exponentielle de G1, c'est exponentielle de G2, mais je les laisse pour ne pas alourdir les notations, je les laisse comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a psi de exponentielle de x égale à exponentielle de psi tilde de x. Psi tilde de x, c'est le champ de vecteurs. Chaque fois, dans le théorème passé, nous avons vu que chaque fois que j'ai un homomorphisme de groupe et que j'ai ici un champ de vecteurs qui est invariant à gauche, je peux lui associer. Ça, on avait formé, c'était DLG de la différentielle de Fx au point x égale à. Donc ça veut dire ça. Mais en fait, on a plus. En fait, on a que psi de t exponentielle de tx est égal à exponentielle de t de psi tilde de x. Pour n'importe quel type. Et ça, c'est pas difficile à voir. Oui, on l'utilise, oui, on dit exactement ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on veut? On regarde d'abord ça, on se dit, ça, on connaît. Hein? Ça, c'est mieux. Ça, c'est la généralisation. Ça, on connaît, parce que ça, c'est, comme tu l'as bien vu, ça, c'est la courbe intégrale du champ de vecteurs psi tilde de x. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer que ça, c'est aussi une solution. Et comme par les cités, ce sont les mêmes. Donc, c'est ça la preuve. C'est bon? Donc, comme, peut-être je vais juste parler de la propriété de l'exponentielle. Donc, ça, c'est un théorème. Théorème. Alors, donc, on a tout le temps G, c'est un groupe de Lie. Groupe de Lie et G tilde, son algèbre. Donc, le théorème dit deux choses, c'est que l'exponentielle, c'est une application lisse, exponentielle x, exponentielle est une application lisse. Et le théorème 2 te dit que l'application, c'est l'exponentielle étant difféomorphisme local au voisinage de 0. Au voisinage de 0, élément de G. Donc ça, c'est un espace vectoriel. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un voisinage. Et donc... Oui, absolument. Il y a localement, tu peux définir localement.
Bon, je vais juste, donc très vite, pourquoi c'est l'application lisse? Ça, c'est les EDP, les équations différentielles ordinaires. Pourquoi? Parce que ça, c'est le théorème qui dit que la solution dépend de manière régulière des conditions initiales. Donc, et ça, c'est le théorème d'inversion locale. Parce que la différentielle, pourquoi ça? C'est parce que la différentielle de l'exponentialité au point 0, on peut l'identifier, en fait, à l'identité G. Disons, égale l'identité. En fait, c'est une identification. Il faut identifier les G avec l'espace tangent. Ça devient l'identité. Donc, c'est ça. Bon. Qu'est-ce que je dois encore dire? Je veux passer maintenant à une autre thématique extrêmement intéressante, c'est la représentation adjointe. Voilà. La représentation adjointe. D'abord, c'est quoi une représentation d'un groupe de Lie? Donc, vous avez un groupe de Lie, soit G, un groupe de Lie, groupe de Lie, et vous avez V, c'est un K espace vectoriel. On va le prendre en dimension finie, hein, parce que sinon, la représentation est assez compliquée. Alors, c'est quoi une représentation? Une représentation du groupe de Lie, une représentation du groupe de Lie, du groupe G, étant un homomorphisme de groupe de Lie, est un homo de groupe de Lie, ρ qui va de G dans le GL de V. C'est-à-dire que les groupes des automorphismes de V. Donc, à G, on associe ρ de G, et ρ de G, c'est un automorphisme de V. Tel que ρ de G1, G2 égale à ρ de G1 composé avec ρ de G2. Hein? Parce que ici, la composition ici, c'est la composition d'application. Maintenant, si K, en général, ça c'est un K espace vectoriel, donc si K est réel, on dit que la représentation elle est réelle, et si K est complexe, on dit que la représentation est complexe. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, hein, donc ça c'est une remarque pour expliquer. Remarque. Ça c'est un espace de dimension finie. Hein, dimension finie. Donc en fait, en prenant des bases, ça n'est que, donc en prenant des bases, en passant par les bases, V c'est K à la puissance N, où N c'est la dimension. Et donc le GL de V sera en fait le groupe linéaire. C'est le groupe linéaire de N de K. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a associé à tout élément du groupe une matrice inversible. Donc on dit qu'on a représenté les éléments du groupe par une matrice inversible. Et ça joue un rôle extrêmement important en physique. Parce qu'en physique, au lieu de parler des éléments d'un groupe qui peut être compliqué, en fait, on lui associe des matrices inversibles. Matrice inversible, c'est ce qu'il y a de plus sympathique. Donc c'est ça une représentation. Bon, maintenant les exemples de représentation, donc c'est ça, c'est l'exemple le plus important pour nous, c'est la représentation adjointe. Mais il y a un exemple trivial. Donc exemple trivial. On peut associer, donc ça c'est l'exemple, disons, trivial, pour dire T, on peut associer à G, GL de V, on peut associer à n'importe quel élément l'identité sur V. Ça c'est une représentation qui est triviale, mais c'est une représentation d'un groupe. Maintenant, la chose la plus importante, c'est la représentation adjointe. Représentation adjointe. Donc,
Et là, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on regarde la conjugaison. Donc, si tu prends G, pour G un élément du groupe, tu peux toujours définir l'alpha G. L'alpha G, c'est en fait la conjugaison. Donc, l'alpha G de H, c'est G, H, G-1. Donc, ça, c'est la conjugaison. Et la conjugaison aussi, c'est un difféomorphisme. Et il est dit, c'est son inverse, c'est exactement alpha G-1. Maintenant, cette application-là te permet de définir. Maintenant, on va définir la hâte. Donc la hâte, ça c'est une application qui va de G au groupe d'automorphisme du groupe de Lie. Et comment on le fait? On prend à G, on associe AD de G, et AD c'est exactement la alpha G tilde. Hein? Vous vous rappelez, ça c'est un homomorphisme de groupe, donc de G dans G. Donc il induit un homomorphisme, en fait c'est même un isomorphisme de groupe de G dans G, donc il induit un automorphisme de groupe de G de l'algèbre de Lie dans l'algèbre de Lie. Donc on avait ici alpha de G. Alpha Gg, elle va de G dans G, et donc alpha de G tilde, elle va de script tilde, un automorphisme. Et donc ça, AD est une représentation. On peut aussi voir que AD de G1, regardez, c'est une vraie représentation. AD est une représentation de G sur quoi? Sur son algèbre. Son algèbre, G, parce que l'algèbre aussi, c'est un espace sectoriel. La définition, c'est pas la différentielle. Oui, absolument. Ouais, non, tu as raison. La différentielle au point. Oui. Mais comment on a défini ça? Alpha G tilde au point X, c'est la différentielle de L de G au point, la différentielle de alpha de G au point X au point R. Oui, exactement. Et donc, si j'ai fait maintenant l'identification entre G et G tilde, ça devient exactement la différentielle. Donc, si j'identifie, si G est identifié à l'espace tangent G, alors alpha G tilde est identifié à la différentielle de alpha G au point X. Donc ça c'est une représentation du groupe de Lie et on l'appelle la représentation, la représentation auto-adjointe. Non, pas adjointe, comment elle s'appelle? Adjointe. Donc c'est ça la représentation. Donc la différentielle, je le vois quand j'utilise l'identification. Mais sinon, c'est l'alpha tilde de tout à l'heure. Probablement, c'est la notation, ma notation qui vous perturbe un peu. Mais je note, parce que ça, c'est un élément de l'espace tangent. Donc, ce n'est pas un champ de vecteur. Mais cet élément-là, il a un unique champ de vecteur invariant à gauche, que j'appelle alpha G tilde. Mais je l'ai fait de manière un peu différente en définissant l'alpha G tilde comme étant l'homomorphisme induit. Chaque fois que j'ai un homomorphisme de groupe, j'ai un homomorphisme de Lie algèbre qui lui est associé. Je l'ai appelé alpha G tilde. Pour chaque fois, identifier est-ce que c'est un champ de vecteur ou est-ce que c'est un vecteur. D'accord. Maintenant, si le groupe est abélien, ça c'est une remarque intéressante parce que tout de suite, tout à l'heure, nous avons, si G est abélien, alors la représentation adjointe, c'est exactement trivial, exactement, c'est l'identité. Parce que la conjugaison devient triviale, et donc la différentielle devient aussi l'identité.
Donc, c'est le premier exemple. Au début, on s'est dit, bon, ça c'est un exemple trivial, mais c'est un exemple qui apparaît. Hein, parce que si le groupe est abélien. Cette théorie-là, bon, moi, je voulais en fait faire autre chose. Je voulais introduire la géométrie sur les fibrés principaux. Et ça, c'est quelque chose qui est très physique. Hein, parce que si vous regardez la différence entre les équations de Yang-Mills et les équations de Maxwell, c'est que dans les équations de Yang-Mills, le groupe peut ne pas être abélien. Mais dans l'équation de Yang-Mills, le groupe, c'est le groupe unitaire U1, il est abélien. Et à cause qu'il est abélien, la représentation devient triviale, et donc l'équation de Maxwell devient très, très simple à écrire. Donc c'est cet homme-là que je voulais aborder. Mais bon, comme professeur Lessiad m'avait dit qu'en fait, il n'y a pas de cours sur le groupe d'Elie. Donc je voulais un peu faire ça. Et la prochaine fois, Inch'Allah, je ferai un truc. Parce que ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça montre la connexion entre la physique et les mathématiques. Parce que, vous savez, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant que Einstein avait compris. C'est le premier. En fait, il y a beaucoup de gens qui l'ont compris. Gauss, qui est en fait un mathématicien pur, qui n'a jamais fait de la physique, l'avait aussi compris. Mais pas seulement ça. Poincaré aussi l'avait compris. Est-ce que vous savez que Poincaré prétend que c'est lui le père de la relativité? Parce qu'il avait vu aussi. Il avait vu aussi cette relativité. Mais il n'a pas interprété en termes physiques. Einstein, en fait, ils ont écrit des papiers dans... En fait, le papier, le préprint de Poincaré est apparu avant. Et en fait, Poincaré disait que Einstein m'a volé mes idées. Il a crié tout le temps. Et il y a même des Français maintenant qui essayent d'écrire des livres sur ça. Et disaient que c'est... Parce que lui, Einstein était un physicien. Mais c'est un physicien très proche des mathématiques. Einstein était un fondateur d'un journal allemand qui s'appelle Mathematische Annalen. En fait, c'est les annales. Comme les Américains, ils ont annales sur mathematics. Et les Allemands aussi. À ce moment-là, l'allemand était très, très, très répandu. C'était comme l'anglais tout de suite, de nos jours. Au 19e siècle et au début du 20e siècle, si on veut vraiment écrire un article, on l'écrit en allemand, même si on n'est pas allemand. Et les gens savaient parler allemand parce qu'il n'y avait que des articles. Il y a beaucoup d'articles qui sont intéressants, qui sont en allemand. Donc, du coup, si on ne parle pas l'allemand, Poincaré lui-même parlait l'allemand de manière très, très fluide. Et d'ailleurs, il faisait souvent des traductions. S'il y a des articles qui sont importants, on l'appelle, parce qu'il sait qu'il les écrit très, très bien en français. Mais à ce moment-là, l'allemand c'était comme l'anglais d'aujourd'hui. Si on ne parle pas l'allemand, on ne faisait pas de recherche, on n'était pas au point de la recherche. Bon, mais ça c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec notre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que la physique n'est que les propriétés géométriques de l'espace géométrique. Et en fait, c'est ce que Einstein avait bien compris. Et Einstein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu écrire les lois de la physique exactement comme des propriétés de l'espace-temps. Et en fait, son équation, l'équation d'Einstein, ce n'est que ça. Ce n'est rien que ça. Et au début, les physiciens ne voulaient pas de ça. Les physiciens disaient, on fait de la physique, après, on fait appel aux mathématiques. On ne fait pas appel aux mathématiques pour donner des lois. Mais lui, il avait raison. Bon. Donc ça, c'est la représentation intégrale, la représentation adjointe. Et maintenant, il y a aussi une représentation adjointe des groupes de Lie. Les algèbres de Lie. D'accord, très bien, merci. Donc ça, c'est représentation adjointe. Représentation adjointe de l'algèbre de Lie associée.
et là, d'abord, mais pour cela, il faut d'abord définir c'est quoi une représentation d'un groupe de Lie, d'une algèbre de Lie, et déduire donc la représentation du. Donc d'abord, on commence par la définition. Donc nous avons A avec son crochet. Ça, c'est une algèbre de Lie. Algèbre de Lie. Et maintenant, une représentation, et nous avons V aussi, c'est un K espace vectoriel de dimension finie. Alors, une représentation, also phi, elle va de A jusqu'à script GL de V, mais ça c'est quoi? Ça c'est en fait le groupe des Lie du groupe de l'ensemble des automorphismes. Non, c'est juste les groupes de Lie. C'est juste ce groupe de Lie. Et donc, cette application-là, elle va de X, elle va lui donner phi de X. Voilà. Phi de X. Donc, et ça, c'est un homomorphisme de groupe de Lie. Ça, c'est un homomorphisme d'algèbre de Lie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est linéaire, mais le plus important, c'est que phi de x, y, dans le crochet, c'est exactement le crochet. Mais le crochet ici, c'est phi de x, phi de y dans le crochet du GL de V. Mais le crochet du GL de V, ça c'est le commutateur. Donc ça, c'est phi de x composé avec phi de y, moins phi de y composé avec phi de x. Donc c'est un homomorphisme de groupe de Lie qui va de A vers GL de V. Donc, maintenant si on prend, ça c'est le cas général. Mais si on prend maintenant une représentation du groupe de Lie, alors maintenant ça c'est une remarque. Si ρ va de G vers GL de V, c'est une représentation du groupe de Lie. Des groupes de Lie G. Alors, ρ tilde, c'est l'homomorphisme correspondant. Donc, il va de G vers GL de V. Donc, GL de V, c'est le groupe de Lie de GL de V, est une représentation de l'algèbre de Lie G tordu. Et donc, du coup, maintenant, la représentation adjointe, donc, j'ai écrit trop grand. Alors, la représentation adjointe, donc on a, je crois que je dois effacer ça. Donc, si vous avez, hein? Ah, donc, si on... Donc, ça, c'est la représentation adjointe du groupe de Lie, du groupe de Lie associé, de l'algèbre de Lie associé à un groupe de Lie. Donc, vous avez un groupe de Lie et vous avez une représentation adjointe. Donc, elle va de G vers GL de G. Ça, c'est la représentation adjointe de G. Alors, on a ad, et ad, petit ad, il va de G vers GL de G. GL de G. Et GL de G, c'est en fait le groupe de Lie de GL de G.
Et en fait, on peut même l'identifier. En fait, ça c'est l'ensemble des endomorphismes. Et donc, à X, on associe add X. Et add X n'est que add tilde add X. Donc, ce n'est que l'homorphisme induit par add. Mais en fait, on a un théorème extrêmement intéressant qui nous dit en fait cette représentation adjointe, elle est facile. C'est un théorème add de x appliqué à y, ce n'est que x, le crochet x. Donc ça, c'est un théorème qui utilise le fait que la dérivée des Lie, on peut l'écrire en utilisant les courbes maximales associées à x. Voilà, exactement. Voilà. Très bien. Et si c'est nul Ça veut dire que c'est commute. Ils sont commutes. Oui, oui. Ça a une importance. Oui, importance. Ça veut dire que x et y commutent. Si x et y, si les champs de vecteurs commutent, et ça veut dire aussi que les courbes correspondantes, les courbes fitées, le flot, que le flot commute aussi. Et vous avez des choses extrêmement intéressantes parce que si vous prenez bon, je ne peux pas donner. J'ai un exemple en tête qui est extrêmement. Ça a une grande signification physique parce que s'il commute, ça veut dire que la connexion est flat. Comment plate. Voilà, exactement. Voilà, donc, c'est ça. Et donc ça a une signification. Bon, maintenant je crois que je dois m'arrêter parce que la prochaine thématique, c'est les formes différentielles invariantes. En particulier, nous avons deux formes différentielles. Nous avons une forme différentielle d'ordre 1, c'est la forme différentielle de Moré-Cartan. Nous avons une forme différentielle d'ordre 2 qui est la forme de Killing. Et ce sont des choses extrêmement importantes parce que ces deux formes-là te donnent toute la géométrie différentielle du groupe. Par exemple, le tenseur de Ricci, ce n'est que la dérivée covariante de Levi-Civita, ce n'est que le crochet. Donc, du point de vue géométrie différentielle, les groupes de Lie sont faciles à comprendre. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand ces groupes-là agissent, et c'est ça qui intéresse aussi les physiciens, quand ces groupes-là agissent sur une variété, et c'est ça le groupe de transformation. Donc, c'est notre thème de demain. Donc, demain, c'est le groupe de transformation. Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, chaque champ de vecteurs de l'algèbre va induire un champ de vecteurs sur la variété sur laquelle agit le groupe. Et ce champ, on l'appelle le champ fondamental. Le champ fondamental joue un rôle extrêmement important en théorie des jauges. Parce que c'est un champ qui est, en fait, vertical. Bon, ça, c'est quelque chose que... Bon, moi, je crois que c'est un bon point aussi de s'arrêter là. Et donc, demain, on fera un peu une introduction sur les